Timeline, 5000 ans d'histoire, Richard Fremder. Alors, n'allez pas croire que tout est merveilleux dans le meilleur des mondes. Les divergences politiques font débat parmi quelques cercles européens, principalement les évadés de France, les gaullistes, vous avez les jeunes cadres et les soldats de l'armée d'Afrique. Mais la véritable préoccupation, pour ainsi dire la seule, c'est quand même l'impatience du combat. Déjà, à partir de janvier 1944, pendant 5 mois, Cassino en Italie va être le théâtre d'une farouche bataille qui tient en haleine le monde entier par son intensité et par la diversité des belligérants. Aux Allemands et aux fascistes italiens vont s'opposer des Américains blancs, des Américains noirs, des Nippo-américains, des Britanniques avec des Canadiens, des Sud-Africains, un corps hindou, des Gourkhas, le corps néo-zélandais du général Freyberg, le corps polonais du général Anders, le CEF du général Juin avec ses Français, c'est le corps expéditionnaire français, des Marocains, des Algériens, des Tunisiens, des tirailleurs sénégalais, etc. etc. L'offensive du Garigliano va durer du 11 mai au 4 juin, opposer 23 divisions allemandes à 12 divisions alliées seulement, dont 4 françaises. Les sommets sont pris au corps à corps. C'est connu, le Monte Cassino, le mont Maio, le Faito, le Girofano, le Serrazola, le village fortifié de Castelforte, autant de succès qui vont faire la gloire du corps expéditionnaire français et de son chef. La route de Rome est enfin ouverte. À ce moment-là, les unités, donc je vous l'avais dit tout à l'heure, les unités françaises et américaines sont retirées du front en vue du débarquement et l'Italie devient un théâtre secondaire jusqu'à la fin de la guerre. Le 6 juin, Overlord est en cours, tandis que la 2e DB de Leclerc est toujours à l'entraînement en Angleterre. Le 14, le général de Gaulle débarque à Courseulles et sans attendre met en place un embryon d'administration pour établir la légitimité française en contrecarrant la Mgoth. Depuis le D-Day, l'impatience est palpable, le D-Day normand. Le 12 juillet, de nombreux éléments des 1e et 5e divisions blindées se rendent à Sidi Bel Abbès, le fief de la Légion, pour participer à la revue du 14 juillet, en présence du général Delattre de Tassigny. Après les défilés de la victoire à Tunis et à Rome, le 14 juillet de Sienne, c'est la confirmation, si vous voulez, du renouveau des armes de la France et la fierté retrouvée. Le 31 juillet, malgré tout, l'ambiance est endeuillée par l'annonce de la disparition de Saint-Exupéry au retour d'une mission, vous savez, de reconnaissance aérienne sur les Alpes. Depuis août, le jour J semble très proche. Les unités sont consignées. Dans les tout premiers jours d'août, c'est le grand branle-bas de combat dans les camps. Les opérations d'embarquement débutent à Mers-el-Kébir et à Alger. Tous les différends n'ont pas disparu, c'est vrai, toutes les différences ne sont pas gommées, mais après la déchirure entre l'armée de Vichy et la dissidence gaulliste, si j'ose dire, vient le temps de l'union au combat. Comme je le disais tout à l'heure, c'est l'unique but, et le 7 août, enfin, c'est l'embarquement. La première DFL, la division française libre, monte à bord de 5 paquebots transport de troupes, tandis que le général Delattre de Tassigny hisse sa marque sur le paquebot polonais Batory. Alors commence la fameuse dernière attente, la dernière attente d'une armée tout entière tournée vers la revanche. Le 9 août, De Gaulle confirme implicitement le débarquement aux grandes dames, encore une fois, des responsables anglo-saxons, en annonçant depuis Alger aux Français que bientôt, très bientôt, des forces françaises équipées avec le matériel le plus moderne et magnifiquement entraînées participeront aux opérations aux côtés des armées alliées sur la terre française. Je dis encore une fois parce qu'il avait fait le même coup le 6 juin 1944. Et alors après, on s'étonne qu'il déplaise aux Alliés. Ceci dit, les autorités françaises représentées par De Gaulle ont été tenues à l'écart du projet. Ce n'est qu'en février 1944 que la marine française est avisée de la décision prise quelques mois plus tôt de débarquer en Provence. Donc là encore, c'est pas très classe de la part des Américains. Il y avait encore des choses derrière la tête. Le 9 août 1944, à 9h30 du matin, un message du vice-amiral Hewitt, commandant de la Western Naval Task Force, ordonne aux forces placées sous ses ordres l'application du plan Dragoon et leur annonce que le jour J du débarquement de Provence serait le 15 août à 8h du matin. Le succès du débarquement en Normandie a libéré 3 cuirassiers américains, le Nevada, le Texas et l'Arkansas, ainsi que le HMS Ramillies. Les croiseurs lourds, Augusta, Quincy et Tuscaloosa rallient la Western Naval Task Force après Overlord. De nombreux destroyers et surtout des bâtiments amphibies supplémentaires qui ont rempli leur mission dans la Manche sont libérés au profit de ce qui est maintenant l'opération Dragoon.
9 porte-avions d'escorte, 7 britanniques, 2 américains, sont également affectés à l'opération. C'est un total, écoutez bien, de 881 bâtiments de combat et amphibies majeurs, 1370 barges et engins qui vont participer à l'assaut. La Marine nationale est représentée au sein de cette armada par 32 navires, dont le cuirassé Lorraine, les croiseurs Émile Bertin, Duguay-Trouin, Jeanne d'Arc, Montcalm, Gloire, Georges Lègue, etc. Je ne vais pas vous faire la liste de tous les navires, mais ça rend fier. Au total, la puissance de feu des bâtiments français varie quand même entre 16 et 25%. Comme en Normandie, il incombe aux forces navales alliées d'assurer l'escorte et le contrôle des convois d'assaut et de renforcement, puis la mise à terre et l'appui feu des troupes débarquées. Le 14 août, vers 22h, les forces d'assaut sont en vue des côtes de France. Imaginez un peu la joie de tous ces militaires français. La ponctualité des convois a été absolument remarquable. Mardi 15 août 1944, l'heure H approche. Le matelot André Boucandoura a confié ses souvenirs, je cite. 3h30 du matin, tout l'équipage est rappelé au poste de combat. Une brume épaisse rend la visibilité médiocre. 5 heures. Nous sommes en position initiale de bombardement au sud de la baie de Cavalère. La brume commence à se dissiper. L'île du Levant apparaît. Les crêtes des montagnes de l'arrière-pays se dessinent. À 5h50, les premiers avions arrivent et commencent à bombarder les objectifs terrestres. 6 heures, le Ramillies commence son tir à l'est. Un quart d'heure plus tard, nous recevons l'ordre d'ouvrir le feu. La visibilité est faible, la brume est basse et irrégulière. Faute de vent, le nuage résultant des salves tirées se dissipe très lentement. L'invasion, la reconquête de la France a commencé. Même nous, Français d'Algérie, nous éprouvons un sentiment de patriotisme que nous ressentirons tristement dans bien d'autres occasions au cours des années à venir. 6h44, nous suspendons notre feu en raison des mauvaises conditions de visibilité. Vers 7h15, l'aviation alliée procède à un important bombardement de la plage de Cavalère. 7h55, les chalands lance-fusées font disparaître la plage derrière un épais rideau de fumée permettant à la première vague d'assaut américaine de prendre terre. Dans l'après-midi, des salves de petit calibre tombent dans notre secteur à 400 mètres environ du bord. Aucun ordre de tirer ou de riposter n'est donné en raison de l'avance rapide des troupes. L'objectif initial qui nous a été assigné est détruit malgré les mauvaises conditions d'observation pour les canonniers. Donc vous l'avez compris, la première phase du débarquement est terminée. C'est un succès total pour la marine qui a rempli toutes les missions. Pendant les 2 premiers jours du débarquement, les bâtiments français d'appui naval ont tiré 1850 coups de canon pendant les 2 premiers jours. Le 17 août au matin, la ligne bleue est partout dépassée. Pour les forces navales, la première partie de la mission est terminée. Il reste maintenant à participer à la libération du reste du littoral méditerranéen, avec pour la marine française un objectif majeur, Toulon. Timeline, 5000 ans d'histoire, Richard Fremder.